On va faire un point du coup sur la situation des freelances en 2026, parce que je pense qu'on a, on a un petit problème de vision globale, on va dire. Je vais te partager mon écran. Alors, je te partage juste après. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. Normalement, tu vois mon écran. Je me suis mis quelques posts LinkedIn de côté, et puis deux, trois études aussi. Donc, l'idée, c'est déjà de te rassurer, parce que je te parlais de la team 10K par mois et des autres posts un peu relous sur LinkedIn. Je me suis noté quelques posts. Si tu me suis sur LinkedIn, tu vas peut-être vu les commentaires récemment d'ailleurs. Est-ce que tu vois passer des posts comme ça de temps en temps? Les mecs qui te disent le plus grand piège du freelance, c'est de gagner trop bien sa vie. 10 à 12 cas par mois. C'est vrai que c'est horrible, hein, vraiment. Je ne veux jamais en arriver là. Au secours. Pareil, tu vois, il y a d'autres posts. Bon, un peu lui, c'est. J'ai l'impression que c'est un nouvel archétype un peu de tous ces nouveaux petits jeunes entrepreneurs matrixés par la sphère un peu entrepreneur masculin, Denzel et compagnie. Là. Donc voilà, tous ces mecs-là qui bossent 12 heures par jour, qui veulent aller à Dubaï. Voilà, moi, soit je les troll un peu en commentaire, euh, soit je les bloque parce que c'est insupportable. Je pense qu'il y en a qui sont sincères. Hein. C'est comme le mec qui met à chaque fois hashtag le mec qui va devenir milliardaire là. Voilà, c'est une minorité, mais ils sont très visibles. Donc ne te compare pas à eux, hein, vraiment. Même s'ils gagnent vraiment des millions et qu'ils ont 19 ans et je sais pas quoi, euh, soit c'est des mythos, soit c'est des exceptions. Donc oublie-les, fais comme s'ils n'existaient pas. Et après, j'ai des concurrents aussi, Rémi Lauer, que j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que ce qu'il apporte aux freelances, c'est très quali. Après, on n'a pas vraiment la même cible, parce que lui, il s'adresse à des freelances qui sont déjà très, très, très bien. Donc, qui sont au-dessus des 50K par an. Mais par contre, je trouve que quand on fait un post comme ça, donc en fait, on sous-entend que faire 50K par an en freelance, c'est pas ouf par rapport à faire 200K par an. Lui, son positionnement, c'est d'aider les freelances à passer de 50 à 200K. Donc forcément, c'est sa cible. La différence avec moi et avec d'autres mentors, d'autres formateurs, etc., c'est que du coup, moi, j'aide des freelances random, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aide 9 freelances sur 10. Alors que ce type de cible-là que lui adresse, c'est une minorité extrême. Des freelances à 52 cas par an, il y en a quelques centaines, quelques milliers peut-être en France, maximum. Donc vraiment, c'est une infime minorité. Donc ne te compare pas à eux quand tu lances ton activité, quand tu as 1, 2, 3 ans d'activité, etc. En vrai, si tu es à 30, 40 cas par an, c'est déjà bien. Tu peux être fier de toi de ouf. Vraiment, c'est déjà super. Ça te permet de vivre normalement, hein. Ça te permet pas de faire des dingueries, mais ça te permet quand même de vivre confortablement. Si tu es à 50 cas par an, bah, bravo, hein, franchement. Moi, c'est à peu près ce que je promets aux freelances que j'accompagne. Et si tu es au-dessus, bah, franchement, force à toi. Si tu veux scaler, machin, bon, tu peux pas scaler en freelance par définition, par nature. Mais par contre, si tu veux aller encore plus loin, bah, let's go. Mais par contre, c'est très rare et c'est très, 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 très dur de dépasser les 50, 60K par an en freelance. Moi, ça fait quelques années que je suis entre 60, 70K par an. Je sais ce qu'il faudrait faire pour aller au-dessus, mais j'ai pas envie parce que ça demanderait de bosser davantage et de trop sortir de ma zone de confort. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux bien gagner ma vie. Donc, pour moi, quand tu es à 50, 60, 70K par an, tu es vraiment très bien. Si ça te permet de bosser comme moi, 3, 4, 5 heures par jour max, pourquoi aller chercher plus? Si tu vas aller chercher les 200K, tu vas pas les avoir en 3 heures par jour, hein, je te le dis. Donc, euh, pense toujours à la cible. C'est-à-dire, quand tu vois un poste de Rémi, dis-toi, OK, donc il a une cible qui n'est peut-être pas moi. Mais par contre, c'est intéressant pour certaines personnes. Mais c'est pas parce que certaines personnes, voilà, certaines personnes sur LinkedIn te sous-entendent que si tu gagnes pas 10K par mois, t'es un peu une merde, que c'est vrai. La majorité des freelances, il me semble que le chiffre, c'est 90% des freelances gagnent moins de 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà, c'est trois petits posts que je voulais te montrer. Donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Ça, c'est des petits schémas, on y reviendra juste après. Mais en gros, il y a trois grandes menaces aujourd'hui sur le freelancing. Il y a la concurrence, il y a l'IA. Donc, tu vois un peu un schéma ici, je t'en parle juste après. Et il y a l'URSSAF. Bon, l'URSSAF, pas en tant que tel. Hein. L'URSSAF, c'est super. C'est bien de payer des cotisations. C'est bien de cotiser pour la retraite, j'allais dire pour le chômage, mais pas vraiment du coup pour nous. De cotiser pour la Sécu, de cotiser pour ce beau pays qu'on a. Donc, l'URSSAF en tant que tel, pas de souci. Par contre,
l'URSSAF augmente. Les cotisations URSSAF, en micro-entreprise notamment, augmentent d'année en année. Moi, j'ai commencé à 21,1% en 2017. Aujourd'hui, il me semble que c'est 25,6% pour les micro-entrepreneurs. Donc voilà, il y a ça. Il y a, enfin, sauf pour ceux qui sont à la CIPAV notamment. Mais voilà, il y a des éléments qui se tendent. La concurrence, déjà, en vrai, je vais pas te partager l'écran tout de suite parce que sinon, ça va te distraire. Parler un peu de concurrence, il faut se dire que là, il y a de plus en plus de freelance, mais c'est pas grave. Il faut pas faire attention aux chiffres. En tout cas, il faut pas les lire comme ça, à froid, en se disant 2009, 588 000 freelance. Donc quand je parle de freelance, pour qu'on soit bien d'accord, je parle pas d'indépendants au sens large. C'est-à-dire que j'inclus évidemment pas les Uber, les livreurs, les coiffeurs, etc. Je parle vraiment de freelance prestataires de services. Donc, c'est-à-dire des gens comme toi et moi qui font du graphisme, du copywriting, du coaching, du dev, etc. Donc, en 2009, à peu près 600 000. En 2019, 1 million. En 2020, 1 million 28 000. En 2023, on était à 1 million 1. Et en 2024, à 1 million 2. Donc, globalement, on a 100 000 freelances par an qui débarquent sur le marché. Et ça s'accélère. Ça peut être terrifiant à première vue. L'avantage, c'est que c'est pas un gâteau fini. C'est pas un jeu à somme nulle, le freelancing. On est des experts, des expertes. On est là pour répondre à des besoins qui sont en face. On s'adresse, comme je le disais au début, à des entreprises, à des organisations, à des indépendants, à des acteurs publics, etc. Il y a énormément de demandes en face. La question, c'est quels besoins on adresse, qui on aide, qu'est-ce qu'on fait. Il y a des millions de potentiels clients, littéralement, rien qu'en France. Si on étend à la francophonie pour les francophones, donc si on étend à la Belgique, à la Suisse, au Canada, à l'Afrique du Nord, etc., il y a des millions et des millions de clients potentiels. Donc même s'il y a en France 1,2 million de freelance, même si demain il y en a 5, en fait ça ne changera rien. Évidemment que la concurrence fait qu'on ne peut plus être juste là, je suis là, j'ai un profil Malte, j'ai un profil LinkedIn, je vais de temps en temps à un événement. Être juste là en freelance, ça suffit plus, ça c'est clair et net. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est cuit. Le marché est beaucoup plus mature qu'avant. En 2017, quand j'ai commencé, le freelancing commençait à peine à émerger en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises, plein d'acteurs, du coup de clients potentiels qui n'avaient même pas conscience que c'était possible d'externaliser. C'est-à-dire que pour eux, c'était soit on recrute des CDI, des stagiaires, des alternants, soit on fait rien, concrètement. Et là, avec l'évangélisation massive du marché sur le freelancing, sur globalement la sous-traitance, l'externalisation, bah, ça a tout changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les boîtes, j'abuse, pas toutes les boîtes, une immense majorité des boîtes a conscience qu'elle peut déléguer à des free de manière plus flexible, de manière plus ponctuelle, on va dire, peut déléguer du coup des tâches à des freelances. Et ça, que ce soit des PME, des grands groupes, des startups, des agences, etc., bah, ça devient vraiment la base. C'est-à-dire que tout le monde a conscience que c'est possible. Après, combien le font vraiment? Pas la majorité, hein, clairement. Donc ça fait encore du marché à aller chercher. Mais vraiment, il y a tellement de demandes en face que le fait qu'il y ait de plus en plus de concurrence, c'est pas un vrai problème. C'est un élément de marché à prendre en compte. Il faut s'y faire. Ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus dur sur notre personal branding, sur notre acquisition, etc. Mais c'est pas non plus catastrophique. C'est pas OK, il y a de plus en plus de monde, on arrête tout, voilà. Il y a aussi une sorte de sélection naturelle, j'ai envie de dire, sélection naturelle dans le sens où plus il y a de freelance et plus les meilleurs vont se développer, vont percer. Moi, j'avoue que j'ai eu de la chance d'arriver tôt parce que vu que j'avais déjà une ancienneté, j'avais déjà une image, j'avais déjà une communauté, une audience, etc., bah, ces dernières années, j'ai vécu de ça. Ça fait que là, j'ai pas eu de baisse du chiffre d'affaires ces dernières années, malgré l'IA, malgré la concurrence, etc., sur mes métiers de copywriter, de rédacteur web ou de ghostwriter LinkedIn. J'ai eu toujours autant de clients, plus forcément par les mêmes canaux, hein. J'ai eu beaucoup moins de leads via LinkedIn, beaucoup moins de leads via Malte. Par contre, j'en ai eu beaucoup plus par le réseau, par le bouche à oreille, par les anciens clients, les recommandations, etc. Donc ça a changé. Ça a changé, mais en soi, voilà. Il n'y a pas de fatalisme à avoir là-dessus. Si on regarde ce que dit Malte aussi, Malte, c'est quand même une bonne plateforme, hein, quoi qu'on en dise. C'est sous-coté de ouf pour trouver des clients. Franchement, moi, j'ai plus de 100 missions sur Malte.
Et je sais qu'il y a encore beaucoup de freelances qui trouvent leur mission sur Malte. Donc vraiment, ce côté. Malte, ils ont une base de données quand même qui est assez solide. Ce qu'ils observent, c'est plus 39% de création de profils freelance d'une année sur l'autre. C'est ce qu'ils disaient en 2023. Et ils disaient aussi qu'il y avait environ 20 000 freelances supplémentaires tous les mois, dont 10 000 en France. Donc si on regarde les chiffres français, 10 000 freelances en plus tous les mois sur Malte. Là, ça peut être terrifiant. On peut voir ce chiffre-là et se dire, mais en fait, quelle chance j'ai moi, quel atout, quel avantage j'ai face à tous ces freelances-là. Et ça, je comprends, hein, ça peut faire très très peur, mais en vrai, c'est pas si terrible que ça. Parce qu'en face, il y a la demande et que c'est, comment dire, c'est des interactions. Le freelancing, c'est pas comme si tu étais créateur de contenu dans ton coin. Voilà, tu es là pour répondre à des besoins et donc il y a de plus en plus d'institutions, d'organisations en face qui ont des besoins que tu peux venir aider. Ils nous disent aussi que en 2023, il y avait plus de 500 000 freelances en France inscrits sur la plateforme. C'est pas mal, dont 1 million en Europe. Et tout ça, clairement, hein, ça fait que le marché est de plus en plus sélectif. Moi, je le vois aussi avec les freelances qui se sont lancés il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Ils n'ont pas du tout eu le même début de carrière que moi. Moi, en 2017, franchement, je me suis lancé, j'ai direct eu des clients en rédaction web, alors que franchement, j'y connaissais pas grand-chose, hein, clairement. J'étais encore à l'école, j'étais étudiant. Ils ont fait bosser un étudiant en me payant correctement, etc. Aujourd'hui, c'est pas la même chose, hein, clairement. Mais voilà, faut pas se démolariser. Le mec devient dyslexique en live. Faut pas se démoraliser quand on voit les chiffres. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de freelance. Parce que ça devient normal, en fait, d'être freelance. Et donc, les clients potentiels vont de plus en plus se dire, bah, en fait, c'est normal de faire appel à un free. Et donc, ils vont débloquer du budget pour ça. Et ils vont tout faire pour utiliser ce canal-là. Parce que ça les avantage aussi, les entreprises, d'avoir des besoins ponctuels qu'ils externalisent. Ils n'ont pas besoin de recruter quelqu'un qui va être derrière cher à payer, évidemment, mais aussi cher à virer s'ils n'ont plus de besoin. Et aujourd'hui, dans une période aussi pleine d'incertitudes, avec la crise permanente, hein, c'est clairement la crise depuis. Moi, j'ai l'impression que ça fait depuis 2017, depuis 2007, pardon, 2007-2008 que j'entends c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. En fait, c'est vraiment la crise, mais c'est à chaque fois des autres crises qui arrivent et qui font que entre les subprimes, le Covid, les tarifs douaniers de Trump, etc. Bref, et là, tout ce qui arrive avec l'IA, machin. En fait, il y aura toujours des crises. Donc, dans tous les cas, il faut se dire la crise est le nouveau mode de fonctionnement naturel du capitalisme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans un monde en crise, sachant qu'on n'en verra peut-être pas le bout avant 20, 30, 50 ans, et peut-être qu'en fait, on retournera jamais à l'économie d'avant. Ça aussi, il faut le garder en tête. Peut-être qu'en fait, les personnes qui ont vécu les 30 Glorieuses, en gros, voilà, les gens qui ont été entrepreneurs, freelance, etc., ou les entreprises en général, hein, dans les années 60, 90, cette époque-là, on dit toujours, ouais, il faut revenir à une situation comme à l'époque de croissance, de stabilité, etc. Bah, peut-être que c'est fini. Et peut-être que là, la situation qu'on connaît, nous, les millennials, la Gen Y, Gen Z, qui sommes nés entre 90 et 2000, peut-être que ce qu'on a connu, c'est-à-dire la crise de 2000, la crise de 2008, etc., et toutes celles qui ont suivi, peut-être que c'est ça la nouvelle normalité. De toute façon, le capitalisme est fait pour avoir des crises, parce que c'est pas un système qui fonctionne de manière stable, pérenne, durable. Il y a forcément des perdants. Et donc la question, c'est comment est-ce que toi, en freelance, tu fais pour ne pas être perdant face à toutes ces crises-là? Qu'est-ce que tu fais pour t'adapter et pour être résilient et antifragile? Alors attention, le but, c'est surtout pas de se dire ok, c'est la merde, donc je dois subir de la merde tout le temps. Voilà. Si tu es freelance, c'est qu'il y a une envie, c'est qu'il y a une vocation, c'est qu'il y a ces trucs-là de vouloir avoir ton business, de vouloir être libre, etc. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu intuitif. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours su que je voulais créer une entreprise, sans vraiment savoir quoi. Je pensais être freelance en attendant de créer une vraie boîte, entre guillemets. Au final, je suis resté freelance. Au final, derrière, j'ai quand même créé une vraie boîte parce que je suis passé en société. J'ai lancé des activités de mentorat, de formation, etc. Mais en soi, on peut très bien être freelance pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et j'en connais qui le sont. Et qui peuvent aussi se lancer aujourd'hui. Parce que même si le freelancing a changé, le freelancing reste un super
mode de travail. Quand c'est bien fait, quand on se traite vraiment comme une marque, comme une entreprise, et qu'on fait du bon boulot, et qu'on suit des méthodes, des process, etc., on peut vraiment être très très bien et se mettre très très bien en indépendant. Je parlais donc du marché du travail pour les freelances, donc vraiment du marché de la concurrence. Parlons un peu de l'IA. L'IA, gros sujet, très très gros sujet pour beaucoup de gens ici, j'imagine. Je vais te repartager ce petit. Donc j'ai deux études que tu as peut-être vu passer. Il y a l'étude d'Anthropic. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Il y a l'étude d'Anthropic et il y a l'étude de Microsoft. Alors, c'est deux présentations différentes, mais globalement, on est sur des études très sérieuses. Celle de Microsoft, encore plus d'ailleurs. Ils sont intéressés. Bon, prenons en compte d'abord le fait qu'il y a des biais parce que ils sont tous les deux partie prenante dans l'IA. Microsoft et Anthropic, donc Anthropic, c'est la boîte derrière Claude, ils ont tout intérêt à promouvoir l'usage de l'IA parce que c'est ce qui va leur permettre de générer plus de CA sur les outils IA. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, les études sont quand même intéressantes. Et moi, je le vois en fait au quotidien. C'est-à-dire que si on prend déjà l'étude d'Anthropic, donc quels sont les métiers, ou en tout cas les secteurs, où il y a le plus de potentiel de remplacement par l'IA? Tout simplement, en bleu, c'est ce qui est potentiellement remplaçable à terme, donc pas forcément aujourd'hui, mais ce qui peut l'être dans les prochains mois, prochaines années. Et en rouge, c'est ce qu'on observe déjà. Donc théorie versus pratique. Et sans surprise, on voit que tout ce qui va être la finance, le développement informatique, tout ce qui va être web, tout ce qui va être création de sites, tout ce qui va être juridique, tout ce qui va être média, et évidemment tout ce qui est administratif, office, etc. Sachant que dans business, dans management, etc., on va inclure évidemment nos secteurs à nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire la plupart des freelances, on est dans des fonctions support, donc on est dans le marketing, on est dans la vente, on est dans le design, dans le graphisme, dans la tech. Malheureusement, le potentiel de remplacement, il est énorme. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'IA va nous bouffer nos jobs et que demain on est cuit. C'est pas exactement ça, c'est un peu plus complexe que ça. Je pense pas qu'il faut mettre en question, remettre en doute cette étude. Si on regarde celle de Microsoft, on est à peu près sur les mêmes trucs. C'est plus précis d'ailleurs, parce que là, on a vraiment le nom des métiers. Donc, on a le job title, donc l'intitulé de poste. Là, on a le coverage, donc c'est-à-dire comment dire, à quel point c'est remplaçable. Et ensuite, on a globalement le score de remplaçabilité et employment, donc c'est le nombre de personnes qui travaillent dans ces secteurs-là. Je pense aux États-Unis. J'ai pas la data exacte, mais j'imagine que c'est aux États-Unis, vu que l'étude a porté sur les États-Unis. Et là, on voit que les métiers les plus remplaçables, sans surprise encore une fois, c'est les interprètes et les traducteurs, les historiens, et après, bon, on a des trucs qui n'ont rien à voir, mais on a évidemment les commerciaux, les écrivains. Écrivains aussi au sens créateur de contenu sur Internet, ghostwriter, rédacteur, etc. Euh, Ça, c'est des métiers. Aujourd'hui, on peut déjà faire des dingueries avec l'IA. Donc, le but, c'est pas de se dire, je fais un de ces métiers-là, donc je vais me reconvertir à la semaine prochaine. C'est de se dire comment j'intègre l'IA dans mes process, dans mon travail. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai fait dès la sortie de ChatGPT en fin 2022. Je m'en suis servi dès le début. Et aujourd'hui, moi, je me sers d'IA. Aujourd'hui, je suis presque full Claude. Là, je suis en train de me mettre à Claude Code, à Claude Cowork, etc. Mais j'essaie vraiment de me mettre à jour sur les IA parce que mon métier s'est totalement transformé. Moi, j'utilise l'IA en copywriting, en stratégie LinkedIn, en accompagnement, en formation, etc. Je m'en sers pour tout. Le but, c'est pas de déléguer à l'IA tout ou partie de mon job, c'est de m'en servir comme un assistant qui va me permettre d'apporter encore plus de valeur, encore plus d'aide, de conseils, de concret, euh, et aussi de gagner du temps. On dit souvent que l'IA, ça sert à gagner du temps. Oui, mais pas que. Moi, l'IA m'a permis de surdélivrer mes clients. Elle me permet de mieux conseiller, de travailler encore mieux avec tous mes clients. Et clairement, autant les traducteurs, ça peut être compliqué, autant je voyais un post LinkedIn hier qui parlait de ça. Quand on parle d'Harry Potter, par exemple, Harry Potter, c'est de la fiction, c'est du divertissement. Et quand on voit comment ça a été traduit,
En fait, ça n'a pas été traduit mot à mot. Par exemple, il y a plein de noms, que ce soit les noms des personnages, le nom des lieux, le nom des sortilèges, qui ont été adaptés, en fait, en français. Et on n'aurait pas pu les traduire directement. Une IA n'aurait jamais pu trouver des noms comme voilà, Serpentard à la place de Slytherin. Ça, c'est vraiment humain. Donc je pense que l'humain va garder une place, mais ça va être minoritaire. Ça va être dans des cas très spécifiques. Si on veut traduire un rapport d'activité d'entreprise ou un livre blanc ou un truc très business, là, franchement, bon, à moins d'avoir une marque qui a des éléments de langage très propres, et encore, ça peut être adapté par l'IA, bah, l'IA va pouvoir le faire. Idem pour plein de ces métiers-là. En vrai, il faut se dire que c'est en train de changer radicalement. Donc, comment on fait pour utiliser l'IA, non pas comme une menace, mais pour en faire vraiment des assistants pour aller plus loin. Donc voilà, là, on a les métiers très précis. Ici, si on regarde les secteurs, je pense que toi qui m'écoutes, toi qui regardes ça en live ou en replay, il y a très, 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 très forte chance que tu sois dans un des domaines en bleu. Ça m'étonnerait que tu sois dans la construction, dans l'agriculture ou dans la santé. C'est possible, hein, mais je ne sais pas trop ce que tu fais ici, du coup. Je veux bien que tu m'expliques. Donc, il faut aussi garder en tête ces aspects-là, tout en se disant que on ne sait pas comment l'IA va évoluer demain. On a une idée, parce que on suit, voilà, moi je suis assez dedans, donc je suis ça de près. Mais par contre, on n'a aucune certitude sur comment va évoluer l'IA demain. Est-ce que ça va se développer encore plus et ça va être capable d'aller chercher toute la sphère en bleu et derrière en rouge? Ou est-ce que l'IA va régresser? Aujourd'hui, on entend souvent ce truc de, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, le nom originel, mais le fait que l'IA générative, notamment, se nourrit d'autres contenus générés par IA générative, et donc ça donne de l'AI slop, ça donne du contenu vraiment éclaté, faux, plein d'hallucinations, etc. Et qu'en fait l'IA pourrait s'autodétruire. Parce que c'est une spirale comme ça qui fait que, ben, à force d'avoir que du contenu IA, il n'y a plus d'humain derrière, et donc ça détruit la qualité. Ça pourrait être pareil sur tout. On voit d'ailleurs que les images, par exemple, il y avait ça sur ChatGPT à un moment, elles étaient de moins en moins bonnes. Euh, les sources aussi. On sait que les IA inventent des sources. Mais on sait que parfois, ça peut être de pire en pire. Donc on ne sait pas comment ça va évoluer. L'important, c'est comme n'importe quel outil, puisque l'IA reste un outil, hein, de se dire, c'est un outil, il y a plusieurs possibilités avec cet outil, qu'est-ce que j'en fais concrètement, comment j'utilise, et surtout, je ne fais pas l'autruche, je ne mets pas la tête dans le sable en tant que ça passe, parce que ça ne va pas passer. L'IA est là pour rester, hein. L'IA, c'est comparable aux dernières évolutions industrielles, type Internet et à l'informatique juste avant. Les prochaines, on ne sait pas trop ce que ça va être, mais clairement, l'IA aura un rôle à jouer là-dedans. Est-ce que l'IA menace ton job? Alors, techniquement, oui, mais pas demain. Donc, tu as encore un peu d'argent à se faire. Moi, c'est vraiment l'approche que j'ai, hein. Je me dis, en copywriting, en ghostwriting, LinkedIn, en rédaction web, SEO, etc. Ok, l'IA est en train de faire un carnage, mais il y a encore un billet à faire. La question, c'est comment on fait pour aller chercher ce billet-là, chez qui, comment, pourquoi. Et souvent, bah, ça inclut d'intégrer l'IA et de ne pas la voir comme un ennemi, la voir comme, OK, c'est un outil qui me remplace, bah, qu'est-ce que j'en fais? Moi, il y a plein de clients que j'aide sur la partie IA. J'aurais très bien pu leur dire, non, mais l'IA, c'est de la merde, fais tes posts LinkedIn toi-même, sinon ça ne marchera jamais. Comme ça, moi, je garde mon job, parce que du coup, ils les font pas eux-mêmes, leurs posts, ils les font avec moi, ou ils délèguent totalement et c'est moi qui fais tout. Mais c'est pas honnête. Donc, ce que je fais, c'est que j'apprends à mes clients à utiliser l'IA. Donc, techniquement, je suis littéralement en train de former mon remplaçant. Je suis littéralement en train de dire à mes clients, voici comment se passer de moi. Et pour moi, c'est ça, en fait, aider les clients. Aider les clients, c'est vraiment leur apporter le meilleur de ce que tu peux. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils te remercieront. Parce que si tu fais juste la technique agence des années 2000, vache à lait, avec des contrats d'un an où tu exploites tous tes clients jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus et ils t'aiment pas, et ils sont pas contents, et ben, ça va pas durer très longtemps, cette histoire. Surtout qu'aujourd'hui, le choix est beaucoup plus large. Genre, les clients ont beaucoup plus de possibilités. Et du coup, tu peux pas te faire passer pour indispensable si tu ne l'es plus. Parce que tu ne l'es plus, hein, clairement. Je fais une petite pause, je regarde juste. Alors, je vois qu'il y a des gens depuis le début, mais je vois toujours pas de commentaires, donc j'espère que ça marche correctement quand même. Dites-moi hein, dans les chats si vous pouvez commenter.
Peut-être que j'ai pas fait un bon réglage, je sais pas. Mais voilà, si je pourrais être sûr que je suis pas en train de parler tout seul. Ok. Merci Isabelle. Très bien. Du coup, ça c'était le petit point IA. Le petit point IA qui est effectivement une grande menace, qui fait peur, mais qui ne doit pas non plus te décourager, parce que c'est quelque chose à prendre en compte, mais ça fait pas l'alpha et l'oméga. Merci Fabien pour ton retour. Dernier point, je parlais de l'URSSAF. Alors l'URSSAF, en tant que tel, il n'y a pas de souci, hein. Je suis pour le fait de payer des impôts, payer des cotisations. C'est très important dans un système social comme le nôtre. En déclin, certes, mais socialiste encore un peu. Par contre, il faut prendre en compte l'évolution. On pourrait se dire que l'évolution des cotisations pour les micro-entrepreneurs, donc de 21,1 à 25,6 aujourd'hui, c'est rien. C'est quoi? C'est 4 points de pourcentage. On s'en fout. En vrai, si on regarde sur l'année, admettons, tu fais 50 000 euros dans l'année, ben dans le premier cas, tu aurais payé 50 000, tu aurais payé environ 10 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Dans le deuxième cas, ben, tu aurais payé presque 15 000. Donc ça change quand même pas mal de choses. Donc vraiment, enfin un peu moins de 15 000 quand même. Plutôt 12-13 000. Je te laisse faire le calcul, mais au final, ces petits points de pourcentage-là, ça fait quand même pas mal. Surtout en cumulé, et plus tu vas gagner, plus ça va te coûter au final. Donc vraiment, dis-toi que ça bouge, hein. De toute façon, là, la flat tax vient d'augmenter, les cotisations ça augmentent, mais pas pour ceux qui sont à la CIPAV, etc. Demain, en 2027, on a un gouvernement de droite, enfin encore plus à droite, ça peut changer. Donc, dis-toi que c'est évolutif, c'est jamais figé. Par contre, il faut bien calculer ta trésor, il faut bien calculer ton BFR, ton besoin en fonds de roulement. Il faut que tu sois rentable. Ça, c'est la priorité. La rentabilité, c'est vraiment l'oxygène, en fait, on va dire, de ton activité. C'est-à-dire que même si tu vends bien, tu as des offres qui valent cher, à des bons clients, etc., tout ce qui compte, c'est ta rentabilité. Donc, combien tu te rémunères au final en net-net? Donc, combien il te reste dans la poche après que tu aies tout payé? Tu as payé l'URSSAF, tu as payé les impôts, tu as payé tes charges, tu as payé tes prestats, tu as payé tes outils. Combien il te reste? Et si tu es à moins de 20 ou 30 euros de l'heure en net-net, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu vas pas pouvoir prospérer comme ça en freelance, tu vas pas pouvoir mettre de côté pour les imprévus, tu pourras pas te protéger face à un retournement du marché, tu pourras pas préparer ta retraite, préparer l'avenir de tes enfants, etc. Donc vraiment, ça passe par là. Ça passe par rester au courant de tout pour pouvoir s'adapter. Moi, je suis vraiment partisan, hein, pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, partisan de l'information tous les jours. S'informer, c'est la base. Évidemment, la veille professionnelle, mais aussi la veille en général, c'est-à-dire s'informer, suivre France Info, suivre des grands médias, suivre Hugo Décrypte, que sais-je, parce que ça permet de rester au courant, évidemment, businessment parlant, mais aussi plus en général. Et de comprendre que, exemple, là, aujourd'hui, on est le 31 mars 2026, là, il y a une crise presque sans précédent ces dernières années, avec la guerre en Iran, etc. Il ne faut pas croire que la guerre en Iran, les conneries de Trump, etc., ça n'a pas d'impact sur ton activité freelance à toi, parce que ça en a. Aujourd'hui, ce que fait Trump en Iran, bah, ça fait que tu vas avoir moins de clients. On ne dirait pas comme ça, mais le chemin de pensée, il est simple. Trump fait la guerre en Iran, une opération militaire, hein. Il n'y a pas le droit de dire guerre à cause du Congrès, mais Trump fait la guerre en Iran. C'est la merde en Iran, donc c'est la merde sur les infrastructures énergétiques. Le détroit d'Ormuz est bloqué. L'énergie, donc surtout les sources d'énergie, donc le pétrole notamment, ne circule plus comme avant, donc le prix du pétrole augmente, donc les transports augmentent, donc les entreprises galèrent davantage à se fournir, etc. Je te donne, voilà, très trivialement, hein. Mais en gros, toutes les entreprises françaises ont vu leurs coûts augmenter ces dernières semaines à cause de la guerre en Iran. Et puisque les entreprises françaises ont vu leurs coûts augmenter, forcément, tes clients à toi, qui que ce soit, hein, que ce soit des petites, des grandes, des TPE, des PME, des ETI, l'État français, peu importe, tout le monde subit cette hausse des coûts. Et donc, in fine, les premiers budgets qui vont sauter, c'est les budgets de fonction support. C'est la com, c'est le marketing, c'est le web. Parce que, évidemment, si on coupe ça, l'activité ne s'arrête pas quand on est une grande boîte ou quoi. C'est un petit effort temporaire qui peut se faire. Et le problème, bah, c'est que toi, en plus, tu es freelance. Et donc,
on peut arrêter ton contrat du jour au lendemain. Ou alors on peut tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas te chercher, ne pas venir te chercher pendant quelques semaines, quelques mois, et concrètement, l'entreprise s'en fout. Elle, son but, c'est la survie, hein. Toute entreprise ne vise que la survie et la prospérité. Bah, toi, c'est pareil. Sauf que nous, les freelances, on est en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'on dépend de la santé économique des acteurs, qui sont les entreprises, les institutions, les associations pour certains, etc. Donc, s'il y a crise en France, s'il y a crise dans le monde d'ailleurs, nous, freelance, on est impactés. Et du coup, tout ça pour dire que s'informer, ça permet de comprendre pourquoi le marché se tend. Voilà. Donc, dire que c'est que la faute de la concurrence, que c'est que la faute de l'IA, que c'est l'URSSAF, que c'est l'État français qui veut te voler tout ton argent et je sais pas quoi, c'est très largement insuffisant parce que le contexte économique global joue beaucoup. Alors le but, c'est pas de faire une veille pour derrière se positionner en position victimaire, parce que dire c'est la faute de la crise et de la guerre si mon activité va mal, c'est pas faux, mais ça suffit pas. Ça veut dire qu'il faut se dire, ok, c'est la merde, bah, qu'est-ce que je fais moi pour sortir de ça? Qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation? Mais en tout cas, au moins, on sait que la situation est plus dure. Sauf que nous, on le voit pas, ça. Moi, j'habite à Aix-en-Provence, entre Aix et Marseille. Quand je sors de chez moi, je vois pas que c'est la guerre dans le monde, qu'il y a les fous d'extrême droite au pouvoir un peu partout, que c'est la crise en France. Moi, j'ai ma petite vie de privilégié, j'ai mon activité qui marche bien, je suis dans un quartier très sympa, j'ai mes potes qui sont aussi indépendants, entrepreneurs pour beaucoup, ma compagne aussi qui a son agence de prospection, bref. Euh, Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, si je regarde juste ce qui se passe dans ma rue. Mais la vérité, c'est que je suis dans une bulle. Et si toi, tu vis dans un beau quartier parisien, si tu vis dans un bel appart, une belle maison, et que tu as une activité qui tourne à peu près correctement, tu es aussi dans une bulle. Sauf que tes clients, ils sont pas dans cette bulle-là. Tes clients, tes prospects, ils sont ailleurs, ils sont dans une autre bulle. Ils sont dans un autre monde, hein, parfois. Donc vraiment, prends bien ça en compte pour voir, enfin, comment dire, quand tu fais un peu ton analyse stratégique, garde bien ça en tête et surtout ne culpabilise pas en te disant c'est moi, je suis une merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait, du coup mon activité tourne pas. Tu as une part de responsabilité, hein, très certainement, mais tu n'es pas responsable de la santé de ton activité. Tu es en partie responsable. Mais tout le reste, mais Trump est aussi responsable, tu vois. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Ok, qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre? Donc, on a fait un peu le tour de tout ça. Si on regarde le marché en 2026, donc j'ai regardé un peu, j'ai fait ma petite enquête. En gros, le marché freelance, il reste soutenu quand même, parce que beaucoup d'entreprises, notamment à cause de cette crise, elles ont besoin de flexibilité. Elles recherchent cette adaptabilité-là, cette agilité-là, comme on disait à l'époque. Elles ont besoin de compétences immédiatement opérationnelles. Et ça marche encore dans l'IT, ça marche encore dans le marketing, dans le conseil, etc. Donc, il faut que tu sois là au bon moment, au bon endroit. Il y a pas mal de sources aussi qui convergent en début 2026 sur une montée de la professionnalisation. Et indirectement, du coup, de la spécialisation. C'est-à-dire que les freelances qui sont là, qui sont bien positionnés, on sait ce que tu fais, pour qui tu le fais, ce que tu as déjà fait, tu es prêt, tu es opérationnel, et ben on va venir te chercher beaucoup plus facilement. Alors que si tu es plus généraliste, qu'on ne sait pas trop ce que tu fais, pour qui, pourquoi, comment, et ça va être plus compliqué. Moi, je suis généraliste, hein, clairement, je suis en freelance en tout cas, copywriter, rédacteur web, expert LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que on pourrait dire que c'est trop généraliste, mais j'ai jamais eu de problème à trouver de clients. Parce que mon truc, c'est la création de contenu écrit. C'est de la com digitale écrite. Ça reste large, hein, par rapport à des gens qui vont se dire full ghostwriter LinkedIn ou full copywriter email, etc. Mais en tout cas, moi, ça me va. Et même niveau secteur, je me suis jamais spécialisé en termes de diagonale, je vais dire, de verticale. Donc, je me suis jamais spécialisé par thématique. J'ai toujours gardé tous mes clients, tous les prospects, du moment que ça m'intéresse. Voilà, j'ai eu des clients dans la finance, dans l'immobilier, dans l'optique, dans le coaching, dans le web, bref, un milliard de secteurs. Euh, et au final, ça m'empêche pas de trouver des clients parce que je suis bien positionné, je suis là au bon endroit, j'ai mon track record qui parle pour moi, et donc ça marche. Par contre, voilà, si tu te lances aujourd'hui, c'est peut-être mieux de choisir une niche directement. Parce que c'est ça aussi qui va te permettre d'aller gagner du temps.
et surtout de te positionner directement en top of mind de ta cible idéale. Parce qu'il faut avoir une cible, dire je m'adresse à tout le monde, je vais aider tout le monde, comme tu le sais, c'est pas foufou.